thinking. Leave that on record spinning. You feel the rhythm going. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, mama, how's it going? Can see your body. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter le modèle biopsychosocial et le lien avec la kinésithérapie. Donc, cette vidéo est faite pour le CIFEPK 2018 et elle vous servira à voir un petit peu un exposé sommaire du modèle biopsychosocial et trouver des pistes de réflexion pour enrichir ce modèle. Parce que voilà, comme tout modèle médical, il sera amené un jour à évoluer en fonction des évidences scientifiques que l'on aura. Et donc voilà, c'est un processus continu d'évolution de modèle dans lequel je vous invite à participer, notamment dans la section commentaires de la vidéo, où on pourra débattre un petit peu de ces modèles et de comment adapter au mieux ces modèles aux évidences scientifiques actuelles. Donc juste après une introduction, on parlera un petit peu de ce qu'il y a eu avant le modèle biopsychosocial, puis on verra un petit peu que ce modèle est théorique ainsi que clinique. On verra une application en kinésithérapie, quelques limites de ce modèle tout de même, et une ouverture un petit peu justement sur des pistes de réflexion concernant ce processus justement. Juste avant, pour me présenter, donc je m'appelle Michael Duvaux, je suis kinésithérapeute diplômé de 2015 de l'IFMKNF, donc à Lille. J'exerce en cabinet libéral dans l'Orléanais, principalement dans le champ musculo-squelettique. Je suis membre du comité scientifique du CIFEPK et adhérent à des associations en lien avec la kinésithérapie, OMT France, la FMCK et la SFETD. Donc en introduction, donc j'aurais bien aimé vous présenter ce triptyque que vous connaissez par cœur de l'Evidence-Based Practice et de le mettre en parallèle d'un autre qui lui est le modèle biopsychosocial. Pour bien faire la différence entre les deux, le BP c'est surtout une histoire de décision thérapeutique en fonction de l'expertise du clinicien, des évidences scientifiques et des attentes du patient. On choisit une voie thérapeutique. Alors que le modèle biopsychosocial, c'est absolument pas le même intérêt, c'est que le modèle biopsychosocial va nous donner les différents facteurs qui vont influencer sur l'état de santé ou l'état de la maladie du patient, ou la gravité, ou l'apparition, ou les facteurs prédisposants. Et donc voilà, comme les représentations se ressemblent, il peut y avoir la confusion, c'est pour ça que je tenais à bien différencier les deux. Pour vous dire aussi que cette introduction, que ce modèle est le modèle qui est adopté dans la classification internationale du fonctionnement, donc par l'OMS, et pour vous parler aussi que le fait qu'un modèle, en fait, c'est surtout un ensemble de procédures dans lesquelles tous les médecins sont formés. Et donc actuellement, normalement, dans votre formation, vous êtes formé sous ce modèle, quand un enseignant vous parle de pas faire de recettes ou alors de traiter un patient et pas une maladie, ça rentre dans ce modèle biopsychosocial justement, implicitement même. Donc avant le modèle biopsychosocial, il y avait quand même un mode de pensée chez les médecins. Le modèle dominant, précédent, c'est un modèle qui était dit biomédical. Donc ce modèle, il se base sur une constatation simple, c'est que on se disait en bonne santé quand il y avait absence de maladie, absence de douleur ou d'anomalie biologique. Partant de ce principe-là, être malade, ça se réduisait à avoir une maladie, une entité morbide à l'intérieur de l'organisme que le thérapeute doit trouver et traiter. Donc ça, c'était le rôle du médecin. Donc, vous vous rendez bien compte dans ce modèle, il y a une concentration sur les processus biologiques du patient. Donc, toute sa biochimie, l'anatomopathologie, la physiopathologie, la radiologie et tous les imageries de manière générale. Et ce modèle est bercé dans un concept de déterminisme médical, donc voilà, qui avait été instauré par Claude Bernard, donc depuis longtemps du coup, où quand on a une maladie, ça veut dire qu'il y a eu la cause de la maladie qui a été présente, et si on a la cause de la maladie présente, eh ben, on est sûr que la maladie va se déclencher. Donc voilà, un certain déterminisme dans l'apparition de la maladie ou la présence de la cause quand maladie il y a.
Donc ce modèle-là, il va être pas mal critiqué et qui poussera un petit peu à une évolution, notamment parce qu'il y a une réduction du corps à un objet, à une sorte d'agrégat d'organes et de fonctions. Il n'inclut pas le patient et ses attributs en tant que personne, en tant qu'être humain. Voilà, c'est juste une somme d'objets. Et puis il y a aussi en même temps, dans les années 50, un passage de la notion de cause à une notion de facteur de risque. Donc ça, je vous incite à aller voir une vidéo sur YouTube d'une chaîne qui s'appelle Risque Alpha, qui a fait une vidéo sur les facteurs de risque qui explique bien ça. Donc cette notion de cause et ces notions de facteurs de risque. Donc du coup, il y a une diminution un petit peu de l'influence du déterminisme médical et une apparition du probabilisme, tout ce qui est épidémiologie. Donc ça, c'était un exemple pour vous montrer qu'il peut y avoir des problèmes biologiques. Là, on parle de dégénérescence discale, protrusion discale, dégénérescence facétaire, spondylolisthésis, chez des patients qui sont sains. En tout cas, qui n'ont pas de pathologie, qui se plaignent de rien, en fait. Donc c'est une étude maintenant voilà, de 2014 sur le sujet. Vous avez la référence. Donc ce modèle, il est théorique et clinique. Donc théorique parce que voilà, c'est une représentation de l'être humain dans lesquels les trois types de facteurs, donc biologiques, psychologiques et sociaux, sont considérés comme participant simultanément au maintien de la santé et au développement de la maladie. Ces trois facteurs sont théoriquement égaux. Et donc pour ça d'ailleurs ce sera plutôt attaqué. Et en clinique, il y a un élargissement des perspectives qui est demandé aux cliniciens et aussi une participation active du patient. Sur l'élargissement des perspectives, c'est justement pour indiquer un petit peu cette grande diversité, multiplicité des facteurs qui influencent qui influencent la maladie et l'évolution de la maladie, et non pas une seule cause qui provoquerait la maladie à elle toute seule. En tout cas, dans la majorité des maladies que l'on rencontre maintenant en cabinet, et en soins et en médecine d'une manière générale. Et il y a aussi la participation active du patient dans le contexte. En fait, on se rend compte que les croyances du patient peuvent avoir une influence assez énorme dans les maladies. Et justement, si on veut agir sur ces croyances, eh ben, ça nécessite de l'éducation, de l'information, et donc une participation active du patient à ces temps pédagogiques pour qu'il puisse comprendre un petit peu pourquoi ses croyances sont un peu erronées et comprendre un petit peu mieux son problème, ce qui va l'aider à terme à améliorer sa maladie. Donc là, je vous mets en vitesse, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, les principes du paradigme biopsychosocial, donc qui reprennent un petit peu ce qu'on évoque depuis tout à l'heure. Voilà. Une application en kinésithérapie, donc le bilan de la douleur. Alors le bilan de la douleur, en fait, il est multiple et c'est surtout pas uniquement un bilan qui doit être orienté vers le VA, voilà, d'avoir l'échelle visuelle analogique. On peut pas se contenter de ça par rapport à la douleur, c'est pas assez précis et ça ne prend pas en compte la globalité de ce que c'est de ce qu'est la douleur. Donc, il faut déjà se renseigner sur les types de douleurs, si c'est plutôt un type nociceptif, neuropathique, nociplastique, s'il y a les facteurs somatiques, tels une absence de mouvement, une diminution considérable du mouvement, une modification du schéma corporel, ou des facteurs médicaux, voilà, les prises de médicaments, les dosages de médicaments, les évolutions durant la prise en charge des doses. Souvent les patients ont tendance à faire un petit peu les cocktails comme ils veulent. Les facteurs cognitifs et les facteurs de perception un petit peu, voilà, les attentes du patient, ce que le patient attend du système médical, de vous. Ça va pas mal influencer sur la douleur, puis aussi comment le patient perçoit aussi la douleur, qu'est-ce qu'il s'imagine derrière elle. Les facteurs émotionnels, donc tout ce qui est partie anxiété, stress, kinésiophobie, colère, sentiment d'injustice par rapport à cette maladie, et tous ces facteurs-là. Les facteurs comportementaux, donc voilà, le patient qui se fait mal en faisant un mouvement et qui persiste dans ce mouvement, et qui continue du coup à lui faire mal, mais il persiste quand même pour d'autres raisons. Donc il est prêt à accepter la douleur pour ça.
ou à l'inverse, l'évitement le plus complet, et donc la difficulté de remise en charge, de remise en contrainte graduelle dans le mouvement, pour lui permettre de le retrouver tout simplement. Les facteurs sociaux, donc l'influence de la famille, l'influence des amis, l'influence du couple, dans l'influence du travail, dans la douleur, et aussi bah voilà, l'influence des autres soignants qui sont passés avant vous, et qui ont pu voilà, induire des croyances plus ou moins vraies, que ce soit bah, famille, amis, travail, etc. Et puis la motivation aussi, évidemment, qui va pas mal agir un petit peu, qui va pas mal agir sur la douleur. Et donc pour aller dans le détail par rapport à ça, je vous invite à aller sur le journal club de l'agence EBP, où Théo Chomeil avait fait un blog post sur le sujet, et il a mis aussi l'article original que vous pourrez aller potasser pour voilà, bien travailler sur le bilan de la douleur. Mais donc qui s'inclut totalement dans le modèle biopsychosocial. Quelques limites de ce modèle. Donc, ce modèle, dans ce modèle, la partie biologique, psychologique et sociaux sont équivalents, entre guillemets. Et donc, du coup, ça laisse au thérapeute une certaine liberté d'action sur n'importe quel facteur, en fait. Et du coup, pour certains auteurs, ils parlent un petit peu qu'on peut vite partir vers du dogmatisme en disant, bah, faut plus travailler sur le psycho, plus travailler sur le bio, plus travailler sur le social. Ce qui crée un peu de dogmatisme. Aussi le fait que bah, ajouter des perspectives, c'est pas automatiquement avoir de meilleurs résultats, parfois avec une seule perspective, ça peut suffire dans certains cas. Et puis on sait pas comment prioriser tel ou tel facteur. Actuellement, il n'y a pas d'énorme évidence scientifique sur comment prioriser l'ensemble de ces facteurs-là. Il y a, bah, par exemple, dans la lombalgie, dans les facteurs de risque de chronicisation de la lombalgie, on sait que les facteurs psychosociaux vont avoir une importance plus grande que les facteurs biologiques. Mais à l'intérieur des facteurs psychosociaux, on n'a aucune idée de savoir comment prioriser tel ou tel facteur. Aussi, il y a l'élargissement de ces paramètres pose un problème dans l'évaluation et surtout la quantification de ces valeurs. C'est difficile d'évaluer voilà, l'influence de la famille sur la pathologie, d'évaluer l'importance du travail sur la pathologie, etc. etc. Donc c'est un modèle qui reste malgré tout assez dualiste. La preuve c'est que même là aujourd'hui, quand on parle du modèle, on fait 3 cercles, et donc en fait on fait que juxtaposer des concepts psychosociaux et biologiques, au lieu de tous les intégrer dans un seul tout. Et puis ça reste assez réductionniste parce que ben, on n'arrivera vraisemblablement pas à aller jusqu'au bout de tous les déterminants, de tous les facteurs qui peuvent influencer sur la maladie. Et donc c'est intrinsèquement, il y aura toujours une part d'éléments qui nous échapperont. Euh, voilà, pour terminer un petit peu sur une ouverture, donc il y a un développement croissant du modèle biopsychosocial en médecine. Voilà. Depuis 40 ans, le processus fait son chemin un petit peu partout. Cependant, voilà, il y a quand même quelques résistances dans les domaines à forte influence économique et politique. Voilà, typiquement, dans des domaines où il y a des intérêts financiers assez grands à rester dans un modèle biomédical, et bien du coup, le modèle biopsychosocial a du mal à faire son trou. Et puis, bon, voilà, il y a un grand besoin maintenant de l'appliquer à nos propres systèmes de santé. C'est vrai que dans même la Sécu chez nous, on considère nos actes comme techniques et uniquement techniques. Donc on nous réduit soit à du biologique, soit à du psychologique, soit à du social, ce qui nous empêche un petit peu de faire du travail pluridisciplinaire, alors qu'on devrait tous avoir ces trois ensembles justement quand on a un patient face à nous. Pour terminer, il faut aussi faire attention aux effets de mode qui passent et qui voilà, vont plus nous porter sur un facteur déterminant par rapport à un autre, parce que bah, on aura fait telle formation qui agit plus sur bah, tel type de facteur, et donc du coup bah, pendant quelques mois on va vraiment faire attention à celui-ci et mettre attention aux autres. Et donc bah, il y a des modes intrinsèques et puis il y a des modes extrinsèques. Voilà, si tout le monde parle sur les réseaux sociaux d'une technique qui agit sur un facteur, bah, on va avoir tendance à se laisser porter là-dedans, et il faut pas oublier voilà le reste.
Faut aussi, voilà, faut se nourrir un petit peu de toutes ces recherches sur les différents facteurs biopsychosociaux pour enrichir la consultation. Je pense que là, on a un rôle en tant que clinicien, dans le sens où, vu l'infinité de facteurs qu'il peut y avoir et vu l'infinité de possibilités qu'il peut y avoir dans ce modèle, eh ben on aura toujours notre épingle du jeu euh, à tirer en tant que de clinicien, en tant qu'humain dans la relation thérapeutique. Et puis pour terminer, donc, faut réussir aussi à établir des profils types mélangeant les différents facteurs. Et donc ça, il y a un article qui est sorti il y a pas longtemps, et il y a eu donc l'agence EBP a fait un podcast sur le sujet, que vous pourrez aller retrouver justement, qui parle de ça. Voilà, et bien du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo, et on se voit dans les commentaires. Bonne